J'ai d'abord remarqué la montre de luxe, et à cet instant précis, j'ai compris qu'au sein de ma famille, quelque chose s'était brisé pour toujours. J'ai remarqué cette montre en premier. Elle est apparue sur son poignet un mardi ordinaire, lorsque Marine est rentrée du travail, et a jeté son sac négligemment sur le canapé. C'était une montre suisse, élégante, avec un fin bracelet en cuir, le genre d'objet qui coûte la moitié de mon salaire mensuel. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a balayé ma question d'un revers de main. C'est un cadeau de mes collègues, pour mon anniversaire, m'a-t-elle dit. Son anniversaire était passé depuis 3 mois. Je n'ai rien dit, mais j'ai commencé à observer. Ensuite, un sac de créateur a fait son apparition, puis, une paire de chaussures. Je les avais vues dans la vitrine d'une boutique du centre de Paris, avec un prix à vous couper le souffle. Ensuite, j'ai noté de subtils changements dans son emploi du temps. Il y avait ces soirées tardives, où elle rentrait à la maison, sentant une eau de Cologne que je ne portais pas. Il y avait ces pauses déjeuner, qui s'étiraient sur toute la journée, les réunions d'entreprise, les formations, et les projets urgents. Marine, ma femme, la femme avec qui je partageais mon lit, mes rêves, et mon avenir depuis 7 ans, devenait une personne que je reconnaissais à peine. Nous nous étions rencontrés à l'université. Elle étudiait l'économie, et moi, l'ingénierie. Nous étions jeunes, amoureux, et pauvres comme les blés. Je me souviens, nous mangions des nouilles instantanées dans sa chambre d'étudiante, en faisant des projets d'avenir. Je lui avais promis une belle vie. Et j'ai tenu cette promesse. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai accepté des projets additionnels, et j'ai mis de côté chaque centime. Nous avons acheté un appartement, petit, mais situé dans un beau quartier. J'ai payé les travaux de rénovation, je l'ai meublé, et j'en ai fait un véritable foyer. Marine travaillait dans un cabinet de conseil, en tant que cadre intermédiaire. Elle se plaignait constamment de son salaire, de ses supérieurs, et du manque de perspective. Elle a passé 3 ans à ce poste, et j'ai écouté ses plaintes. Chaque soir, pendant le dîner, je la soutenais, je lui disais que tout s'arrangerait, et que son talent finirait par être remarqué. Mais, quand j'ai enfin vérifié nos comptes bancaires, tout est devenu clair, comme une constellation que j'avais été trop aveugle pour voir plus tôt. Des retraits d'espèces. Des virements. L'argent coulait de notre compte commun vers son compte personnel, pour ensuite disparaître complètement. Des milliers d'euros. Des dizaines de milliers d'euros. Les sommes, que j'avais économisées pendant des mois, voire des années, s'évaporaient en quelques semaines. Quand j'ai engagé un détective privé, je me disais que je voulais avoir tort. J'espérais trouver une explication logique. Je me disais que ma Marine, la femme en qui j'avais le plus confiance au monde, ne me trahirait jamais. Mais les photos ont tout confirmé. Marine et Victor, son chef de département, un homme marié, avec des relations politiques et une fortune familiale. Il n'essayait même pas de se cacher. Il y avait des chambres d'hôtel, payées avec des cartes d'entreprise. Des week-ends, des conférences dans des stations balnéaires, et des dîners dans des restaurants gastronomiques, où un seul plat coûtait plus cher que mes courses de la semaine. Les photos étaient nettes, et accablantes. Sa main à lui sur la taille de ma femme, la tête de Marine sur son épaule. Un baiser, à l'entrée d'un hôtel. Le rapport final du détective contenait un détail, qui m'a glacé le sang. Victor avait promis de quitter sa femme. Il avait promis d'acheter à Marine un appartement dans le centre de Paris, et de faire d'elle sa compagne officielle, dès qu'il obtiendrait sa prochaine promotion. Et Marine, ma propre femme, siphonnait nos économies, juste pour prouver qu'elle pouvait suivre son train de vie. Elle achetait des vêtements hors de prix, elle fréquentait des instituts de beauté d'élite, et elle dépensait notre argent pour lui offrir des cadeaux, afin de retenir son attention. J'avais bâti ces économies, chaque euro, chaque centime, en travaillant jusqu'à l'épuisement. Je m'étais privé de loisirs, pour épargner pour notre avenir, pour une maison plus grande, pour les enfants que nous avions prévus, et pour la vieillesse que nous comptions passer ensemble. Pendant qu'elle passait 3 ans à un poste qui, selon elle, payait des clopinettes, elle dépensait l'héritage de mon père pour son amant. Elle donnait tout à un homme qui l'utilisait comme un simple divertissement, et qui n'avait même pas l'intention de divorcer pour de bon. Le détective avait découvert que la femme de Victor venait d'une famille riche. Jamais il n'aurait abandonné un tel capital, juste pour une aventure de bureau. J'étais assis dans notre appartement, tenant le dossier de preuve entre mes mains, et je sentais que quelque chose se brisait en moi.
Ce n'était pas mon cœur. Lui, il s'était brisé depuis longtemps, quelque part entre la première montre et la dernière photo. Ce qui se brisait, c'était ma foi en l'humanité, en l'amour, et en la sacralité des promesses que nous nous étions faites, 7 ans plus tôt, devant l'autel. Mais, avec la douleur, est venue autre chose. Un sentiment froid, lucide, et inflexible. Je savais exactement ce que j'allais faire ensuite. Je n'ai pas cherché la confrontation. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, et je n'ai pas supplié. Je n'ai pas jeté les photos sur la table, en exigeant des explications. Je n'ai laissé à Marine aucune chance de pleurer, de s'excuser, ou de tisser une nouvelle toile de mensonges. Au lieu de cela, j'ai passé 3 appels téléphoniques, des appels qui ont absolument tout changé. Le premier appel était pour Céline, la femme de Victor. Trouver ses coordonnées s'est avéré étonnamment facile. Le détective m'avait fourni toutes les informations nécessaires. Céline était issue de la vieille bourgeoisie, de cette catégorie de personnes, pour qui le nom de famille compte bien plus que le solde du compte en banque. Son père siégeait au conseil d'administration de l'entreprise où travaillait Victor. Son grand-père avait été un homme politique reconnu, et sa famille avait construit la moitié des usines de la région Île-de-France. Je l'ai appelé un mercredi matin. Marine était déjà partie au travail, et moi, j'avais posé un jour de congé, en prétextant être malade. Céline a décroché après la 3e sonnerie. Sa voix était froide, polie, avec cette intonation si particulière, qui trahit immédiatement une éducation d'élite. « Bonjour, Madame Dupont », ai-je commencé calmement. « Je m'appelle Alex. Vous ne me connaissez pas, mais je suis le mari de Marine, qui travaille dans le département de votre époux. » Il y a eu un silence. Je pouvais l'entendre retenir son souffle. « Je suis vraiment désolé de vous déranger, » ai-je poursuivi, « mais j'estime que vous avez le droit de savoir qui est réellement votre mari. » Je ne suis pas entré dans les détails émotionnels. Je lui ai simplement envoyé un email, pendant que nous étions au téléphone. Ce message contenait tout ce que le détective avait rassemblé. Il y avait les photos horodatées, les factures d'hôtel, et les relevés de cartes professionnelles, prouvant les dépenses en restaurant et en cadeaux. Il y avait aussi leurs échanges de messages, que le détective avait réussi à récupérer depuis l'espace de stockage en ligne de Marine. Elle était tellement sûre d'elle, qu'elle n'avait même pas pris la peine de sécuriser ses données correctement. Les SMS étaient particulièrement révélateurs. Victor écrivait à Marine qu'il était fatigué de sa femme froide. Il disait qu'il méritait de la passion, et que Marine le comprenait comme personne d'autre. Marine, quant à elle, répondait en envoyant des photos d'elle, dans de la lingerie neuve, achetée avec mon argent. Elle planifiait leurs escapades pour les week-ends, et discutait de l'appartement qu'ils choisiraient, une fois qu'ils seraient enfin libres. Je ne vais ni modifier ni commenter ces documents, ai-je dit à Céline. J'ai simplement pensé que vous aviez le droit de connaître la vérité. J'ai raccroché, bien avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Mon deuxième appel était pour une avocate. J'avais choisi la meilleure spécialiste des divorces de Paris, une femme nommée Maître Isabelle Martin, connue pour être une professionnelle redoutable et sans pitié. Je suis arrivé à son cabinet, avec mon dossier de preuves. Elle a examiné chaque document avec attention, a scruté chaque photo, et un sourire presque prédateur est apparu sur son visage. « Votre dossier est en béton », a-t-elle déclaré. L'infidélité est parfaitement documentée. Le détournement des fonds familiaux est évident. Quant à l'appartement, il a été acheté avec votre héritage, avant le mariage. Cela signifie qu'il constitue un bien propre, et qu'il vous appartient exclusivement. Elle a préparé les papiers du divorce. La demande stipulait que Marine devait quitter ce mariage, exactement avec ce qu'elle y avait apporté. C'est-à-dire, avec absolument rien. Il n'y aura aucun partage des biens, aucune prestation compensatoire, et aucun patrimoine pour elle. La loi française est de votre côté dans ce cas précis, m'a expliqué Maître Martin. Face à une infidélité prouvée, et au détournement de l'argent du ménage, le tribunal prendra votre défense. C'est d'autant plus vrai que l'appartement est un bien propre, acquis grâce à un héritage. Mon troisième appel était destiné à la ligne téléphonique d'éthique de l'entreprise de Victor. C'était une grande multinationale, avec des règles de conduite très strictes, et une tolérance zéro pour les abus de pouvoir. Je me suis présenté comme un citoyen inquiet, et j'ai méthodiquement exposé les faits.
J'ai dénoncé l'utilisation des fonds de la société à des fins personnelles, la falsification des notes de frais, et la relation amoureuse avec une subordonnée. Tout cela constituait une violation flagrante du règlement intérieur, ainsi qu'un abus de fonction manifeste. Je leur ai envoyé les copies de toutes mes preuves. J'ai fourni chaque facture, prouvant que la carte professionnelle de Victor avait payé des chambres d'hôtel, à des dates où aucun déplacement ne figurait dans son emploi du temps. J'ai ajouté chaque note de restaurant, qui faisait passer un rendez-vous galant pour un dîner d'affaires. J'ai également inclus leur message, où ils complotaient pour utiliser les voyages professionnels comme prétexte pour se voir. Ensuite, je suis rentré chez moi. J'ai calmement emballé toutes les affaires de Marine dans des cartons. J'ai rangé ses vêtements, ses cosmétiques, ses bijoux, et tout ce qui lui appartenait. J'ai fait venir un serrurier, et j'ai fait changer les serrures de la porte d'entrée. J'ai installé un nouveau système de sécurité, j'ai bloqué son accès à notre compte commun, et je me suis assis pour attendre. J'ai patienté dans notre salon, qui était désormais uniquement mon salon. Je me suis servi un verre de whisky, un alcool très cher, que je réservais d'habitude pour les grandes occasions. Et c'était bien une grande occasion. C'était le jour où j'avais repris le contrôle de ma propre vie. Mon téléphone a commencé à exploser sous ses appels, vers 16 heures. À ce moment-là, Victor avait déjà été suspendu de ses fonctions, en attendant les conclusions d'une enquête interne. Céline avait déjà déposé ses propres papiers de divorce, et son père avait déjà passé les bons coups de fil, aux bonnes personnes. La carrière de Victor s'effondrait en temps réel. Et Marine, de toute évidence, commençait à s'en rendre compte. Appel après appel, tout basculait directement sur ma messagerie vocale. Absolument tous. Je n'écoutais même pas ces messages. Je me contentais de les effacer, un par un, en sirotant mon whisky, et en regardant par la fenêtre la douce soirée de printemps. Le silence, comme j'ai pu le constater, est parfois la réponse la plus forte qui soit. La destruction de leur monde a été spectaculaire, presque poétique dans son caractère inévitable. J'ai observé tout cela de l'extérieur. J'étais comme un metteur en scène, qui a déclenché le mécanisme, et qui se contente de laisser les événements suivre les lois implacables de cause à effet. Victor a tout perdu, et il l'a perdu très vite. L'enquête interne de l'entreprise a duré moins d'une semaine. Les preuves étaient bien trop évidentes, et trop documentées, pour pouvoir être contestées. Les avocats de la société ne lui ont laissé aucune chance. Il a été licencié pour faute lourde, avec pour motif une violation grave du code d'éthique, et un abus de pouvoir. Il n'a eu droit à aucune indemnité de départ, et à aucune recommandation. Son dossier professionnel a été marqué d'une tache indélébile, ce qui le rendait désormais indésirable pour tout employeur sérieux. Mais ce n'était que le début. Céline n'était pas le genre de femme à ravaler une humiliation en silence. Sa famille, Saction la vieille fortune de France. Des connexions anciennes, et des comptes que l'on peut régler à n'importe quel moment. Son père a contacté quelques personnes. Seulement quelques appels, passés d'un ton calme, et toujours très poli. Mais cela a largement suffi. Victor a vite découvert que les portes, qui s'ouvraient jadis automatiquement devant lui, se claquaient désormais l'une après l'autre. Les recruteurs ont cessé de répondre à ses candidatures. Ses anciens collègues ne décrochaient plus le téléphone. Le réseau qu'il avait mis des années à cultiver, s'est évaporé en une seule nuit. Dans certains cercles parisiens, son nom de famille est devenu synonyme de trahison, d'immoralité, et de toxicité. Son divorce avec Céline a été rapide, et d'une efficacité redoutable. Le contrat de mariage, qu'il avait autrefois signé sans même le lire, aveuglé par l'accès à la fortune familiale, s'est retourné contre lui. Avec une infidélité dûment prouvée, il n'a strictement rien obtenu. Même le bel appartement dans lequel il vivait, appartenait en réalité à la famille de sa femme. Il a dû plier bagages, et il est parti avec seulement 2 valises, et une réputation complètement anéantie. Marine, de son côté, a également perdu son poste. L'entreprise s'est débarrassée d'elle discrètement, afin d'éviter que le scandale ne s'ébruite. La justification officielle était très lisse, on a parlé de réduction d'effectifs, et d'une simple restructuration du service. Mais, dans leur cercle professionnel, tout le monde connaissait la véritable histoire. Les rumeurs se propagent plus vite qu'un feu de forêt. C'est d'autant plus vrai, quand l'histoire est aussi croustillante. Elle s'est présentée devant notre immeuble un soir, 3 semaines après que j'ai fait changer les serrures.
J'ai entendu sa voix à travers l'interphone. Elle tremblait. Elle semblait désespérée. Alex, je t'en prie, il faut qu'on parle. S'il te plaît. Elle pleurait. Je pouvais l'entendre sangloter, même à travers la mauvaise connexion de l'interphone. Je suis descendu au rez-de-chaussée. Je ne l'ai pas laissée entrer dans le hall. Je suis simplement sorti dans la rue, avec une grande enveloppe à la main. Elle était dans un état pitoyable. Son mascara avait coulé, ses yeux étaient rougis, et elle portait une veste bon marché. Le luxueux manteau de créateur, auquel elle s'était habituée, n'était plus là. La montre de luxe avait également disparu de son poignet. Elle avait sûrement dû la vendre. Alex. Elle a voulu faire un pas vers moi, mais j'ai reculé pour marquer la distance. Je suis tellement désolé. C'était une terrible erreur. Victor. Il s'est servi de moi. Il m'avait fait tant de promesses, et puis il m'a abandonné, dès que les vrais problèmes ont commencé. Je n'ai plus personne. Je n'ai nulle part où aller. J'ai ouvert mon enveloppe, et je lui ai tendu les papiers du divorce. Mon visage était calme, presque indifférent. Ce calme apparent m'avait coûté de nombreux efforts, mais j'avais répété cette scène dans ma tête des centaines de fois. Signe-les, lui ai-je dit. Ma voix a résonné d'une manière égale, totalement dépourvue d'émotion. C'étaient les tout premiers mots que je lui adressais, depuis ces 2 dernières semaines. Elle a essayé de me contourner en forçant le passage vers la porte de l'immeuble, tout en pleurant à chaudes larmes. Non, attends, je t'en prie, il faut que je t'explique. C'était un simple moment de faiblesse. J'étais complètement perdu. Il me promettait un bel avenir, et j'ai été tellement stupide. Alex, 7 ans. Est-ce que cette année de vie commune ne signifie rien du tout? 7 ans, ai-je répété doucement. Cette année durant lesquelles j'ai construit notre foyer. 7 ans que j'ai passé à enchaîner les heures supplémentaires, à économiser chaque euro, et à rêver de notre avenir. Je rêvais des enfants que nous voulions avoir, et de cette belle vie que nous avions planifiée ensemble. J'ai marqué une pause. 7 ans, que tu as purement et simplement échangé contre une montre de luxe, et un amant au portefeuille bien garni. Mais je n'ai plus de travail, et je n'ai plus d'argent. Ma mère vit dans un petit studio. Je n'ai même pas un endroit décent pour dormir. Sa voix s'est brisée, dans un grand cri de désespoir. Tu as fait ton choix, lui ai-je répondu, en reculant d'un pas vers l'entrée. Tu as choisi l'argent, au lieu de la loyauté. Tu l'as choisi, lui, au lieu de nous. Tu as vidé nos économies pour impressionner un homme marié, un homme qui t'a utilisé comme un simple passe-temps. Maintenant, il faut assumer les conséquences. J'ai commencé à refermer la lourde porte. Elle s'est jetée en avant, en essayant de la maintenir ouverte avec ses mains. Alex, s'il te plaît, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. C'était juste. Il m'avait promis une vie que tu ne pouvais pas m'offrir. Je voulais avoir plus, et au final, j'ai tout perdu. Avec prudence, mais avec une grande fermeté, j'ai dégagé la porte de son emprise. Elle s'est effondrée à genoux, sur le béton froid du trottoir, et a commencé à pleurer de façon hystérique. Les papiers doivent être signés dans la semaine, ai-je ajouté à travers la porte qui se refermait sur elle. L'adresse de mon avocate est écrite au dos. Si tu es en retard, j'entamerai une procédure judiciaire sans ton consentement. Le résultat sera exactement le même, sauf que le processus prendra beaucoup plus de temps. La porte s'est fermée dans un léger cliquetis. À travers l'épaisse couche de métal, j'entendais encore ses pleurs. Des sanglots bruyants, inconsolables, remplis de détresse. Je suis resté debout pendant quelques secondes, à l'écouter. Ensuite, je me suis retourné, et je suis remonté dans mon appartement. 6 mois plus tard, j'ai appris par des connaissances communes, que Marine vivait désormais avec sa mère. Elle travaillait comme vendeuse dans un centre commercial, et elle avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Quant à Victor, il a dû déménager dans une autre ville, une petite ville de province. Il a trouvé un emploi, à un niveau hiérarchique bien inférieur à ce qu'il connaissait auparavant. C'est devenu un homme brisé, rempli d'amertume. Je n'ai jamais parlé de ce qui s'était passé. Je ne me suis jamais réjoui ouvertement de leur malheur, et je n'ai jamais raconté toute la vérité à nos amis communs. Mon silence était totalement délibéré. Dans notre cercle social,
les murmures et les suppositions ont fait bien plus de dégâts que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. Parfois, la vengeance n'est pas un cri de rage. Parfois, c'est la destruction silencieuse et méthodique de tout ce que quelqu'un a bâti sur des mensonges. Parfois, c'est simplement le fait de laisser les conséquences suivre leur cours, jusqu'à atteindre leur cible, avec une précision implacable. Je me suis servi un autre verre de whisky. Je ne le faisais plus par amertume, mais avec un sentiment de calme satisfaction. J'ai levé mon verre en direction de la fenêtre, observant les lumières de Paris qui brillaient dans la nuit. J'ai porté un toast à la vérité. À la justice. Et à ce silence, qui résonne toujours bien plus fort que n'importe quel mot.